En octobre 2004, dans les Pyrénées, dans l'un des coins les plus pittoresques d'Espagne, s'est produit un événement qui à première vue ressemblait à une tragédie de plus, mais qui s'est rapidement transformé en une histoire inimaginable. Maya, 9 ans, a disparu lors d'une randonnée en famille. Initialement, toutes les suppositions convergeaient vers l'idée qu'il s'agissait d'un accident. La famille et les secouristes l'ont cherché dans la région montagneuse, ont fouillé les forêts et les ravins, jusqu'à ce qu'ils découvrent le corps. Lorsque l'équipe de recherche a atteint la crevasse dans laquelle Maya était censée être tombée, à 12 mètres de profondeur, ils l'ont trouvée. Selon la version initiale, la fillette avait simplement glissé et était tombée dans une sima, un puits karstique, caché aux yeux par une épaisse couche végétale. Il était tout à fait possible qu'elle n'ait pas pu remonter à cause d'une blessure au bassin lors de la chute, ce qui avait malheureusement conduit à l'issue tragique. La question semblait résolue, un accident. Cependant, près du lieu de l'incident, une sacoche a été découverte, à l'intérieur de laquelle se trouvait un étui en plastique contenant un contenu important, un journal intime. Ce n'était pas un objet fortuit. Le simple fait que le journal se soit trouvé avec Maya au moment de sa chute donnait déjà à réfléchir. Tout cela ne faisait qu'ajouter de nouvelles couches à l'affaire, des questions que personne n'aurait pu prédire. Le journal était petit et discret, mais c'est précisément lui qui est devenu ce moment décisif qui a poussé les policiers à changer la direction de l'enquête. Il contenait une chronologie des événements, les émotions vécues par Maya durant ces jours terribles. Tout commençait comme une note ordinaire, comme des souvenirs de randonnée, mais la dernière entrée du journal changeait le tableau de tout l'incident. L'homme à la veste verte m'a entendu. Il a regardé en bas. Il a dit qu'il amènerait de l'aide. Il a menti. C'est précisément cette phrase qui change radicalement la vision de ce qui s'est passé. Maintenant, alors que toute la version de la chute accidentelle semblait déjà insuffisante, la question de savoir qui était cet homme à la veste verte devenait cruciale. Pourquoi Maya a-t-elle écrit ces mots? Que voulait-elle dire par là? Au début, cela peut sembler être une simple note, mais pour les enquêteurs, il est devenu évident que la fillette n'était pas seule au moment de l'incident. Quelqu'un était près d'elle. Quelqu'un savait exactement ce qui lui était arrivé. Cette personne n'a pas simplement ignoré ses cris, mais a également dit qu'elle l'aiderait, puis est partie, sans jamais revenir. Ces mots ont remis en question toutes les versions précédentes. Maintenant, l'affaire ne semblait plus si simple. L'enquête a rapidement reconnu qu'elle ne pouvait pas rester sur la voie de recherche de réponses qui coïnciderait avec la théorie de l'accident. Cette découverte, l'entrée dans le journal, changeait le cours des événements, et les enquêteurs ont commencé à poser de nouvelles questions. Qui était cet homme à la veste verte? Pourquoi n'a-t-il non seulement pas aidé, mais a-t-il aussi décidé de partir, sachant que sa promesse ne serait pas tenue? Maintenant, toute l'attention de l'enquête s'est concentrée sur la recherche de cet homme. Non seulement sur l'établissement de son identité, mais aussi sur la compréhension de ce qui s'est exactement passé au moment où Maya avait besoin d'aide. Comment et pourquoi cette personne n'a-t-elle pas fait ce qu'elle avait promis? Et qu'est-ce qui a conduit à ce que l'opération de recherche perde tant de temps? L'enquête s'est transformée d'une recherche routinière de personnes disparues en quelque chose de plus grand. Ce n'était pas simplement un malheur, et l'enquête a commencé à se développer dans une direction complètement différente. 10 octobre 2004, tôt le matin. La famille en route vers l'un des plus beaux endroits d'Espagne, le parc national d'Ordesa dans les Pyrénées. C'était un jour ordinaire, qui ne présageait aucun malheur. Maya, une fillette de 9 ans, avec ses parents, Marco et Elena, avaient décidé de passer le week-end dans la nature, dans l'une des zones touristiques les plus populaires de la région. Le parc est célèbre pour ses canyons, ses cascades et ses paysages qui attirent les voyageurs du monde entier. La famille, comme beaucoup d'autres, a choisi l'un des itinéraires touristiques standards, le Circuito de San Urbes. C'était un sentier balisé, bien connu et sûr pour les promenades. Leur plan était simple.
passer la journée au grand air, parcourir les sentiers, profiter de la nature et rentrer à la maison le soir. Au moment où ils sont partis en randonnée, tout ressemblait à une promenade touristique ordinaire. Rien ne présageait que dans les heures suivantes, tout changerait. La famille suivait l'itinéraire préalablement marqué. Aucun signe de danger, aucune section difficile ou de pistes ardues. Ce jour-là, il faisait beau. La température était dans les normes et les prévisions météorologiques n'annonçaient aucun changement. Comme beaucoup d'autres, ils profitaient du monde qui les entourait, sans rien savoir du fait que quelques heures seulement plus tard, leur vie changerait. À en juger par les clichés de l'appareil photo, la famille n'avait aucune inquiétude. Voici la dernière photo de Maya. Sur le cliché, elle se tient sur le sentier, le soleil brille, la verdure tout autour. C'est un cliché souvenir, capturant un moment en chemin. Maya sourit. Sur la photo, prise à 14h45, on peut voir comment elle regarde au loin, peut-être vers la cascade la plus proche ou vers d'autres beautés naturelles. Rien ne présage le malheur. La famille ne savait même pas que dans les 5 minutes suivantes, tout changerait. Quelques minutes après cette photo, Maya disparaît. Marco et Elena commencent à s'inquiéter quand ils ne la voient pas près d'eux, mais supposent bientôt qu'elle a pu simplement courir en avant pour examiner un autre point de l'itinéraire. Cependant, l'anxiété commence bientôt à grandir. Les recherches le long du chemin ne donnent aucun résultat. Maya ne revient pas. Au début, tout semble être un simple malentendu. La famille suivait l'itinéraire établi dans une zone sûre, et bien que perdre quelqu'un de vue sur un tel itinéraire ne soit pas habituel, cela semblait être une espièglerie d'enfants ordinaires. Le temps était bon, l'itinéraire vérifié, et personne n'avait l'idée que quelque chose pourrait mal tourner. Même les incertitudes autour de la disparition semblaient insignifiantes. Tout le monde, après tout, pensait qu'elle était quelque part dans les parages. Mais quelques minutes après que Maya ait disparu du champ de vision, apparaît une sensation troublante qu'il s'est passé quelque chose de plus grand qu'une simple erreur ou un accident. Tout ce qui s'était passé avant semblait être un monde où tout se déroulait selon le plan. Mais quelque chose dans cette situation n'était plus pareil. Le temps se perdait. Les secouristes ont été appelés et l'opération de recherche commençait. La famille et les secouristes ont cherché Maya dans les endroits les plus divers, le long du sentier et dans les canyons voisins. Extérieurement, tout était comme d'habitude. Le monde continuait à suivre son cours. Mais pendant ce temps, dans les profondeurs des montagnes, quelque chose attendait. Et dans ces moments, alors que les secouristes ratissèrent le terrain, aucun d'entre eux ne savait encore ce qui se passait réellement tout près, dans cet endroit où tout était trop silencieux pour être normal. Maya était partie en avant. Ce n'était rien d'inhabituel pour elle. Elle était active, aimait explorer. Parfois, elle s'éloignait un peu de ses parents pour voir quelque chose de nouveau. Ce jour-là, tout avait commencé par une promenade ordinaire, mais quelques minutes avant sa disparition, tout avait radicalement changé. À 14h45, elle était encore sur la photo, souriait et regardait au loin. Mais déjà 10 à 15 minutes plus tard, Marco et Elena l'avaient perdue de vue. Tout semblait normal, jusqu'à ce qu'un conflit survienne. La dispute entre Marco et Maya s'est produite peu après qu'elle ait demandé à acheter un souvenir. C'était une demande insignifiante, mais le père a refusé. La raison était simple. Il considérait que l'achat d'un souvenir à chaque étape était une dépense d'argent inutile. Elena a confirmé plus tard que la dispute était insignifiante, mais suffisante pour que Maya se sente offensée. Elle s'est enfuie en avant, comme d'habitude. Mais maintenant, dans ses actions, il y avait quelque chose de plus grand que le simple désir de s'éloigner. Cela ressemblait à une réaction à quelque chose d'inattendu, à un refus qu'elle a perçu, peut-être, comme une injustice. Marco a vu comment elle partait. Cela ne causait aucune inquiétude. Maya faisait toujours cela. Elle courait en avant pour regarder quelque chose d'intéressant. Il ne prêtait pas d'attention particulière à son départ. Il était sûr qu'elle reviendrait bientôt. Mais, comme cela arrive souvent, la réalité ne correspond pas aux attentes.
Elle n'était qu'à 50 à 70 mètres d'eux quand elle a disparu. Marco a vu comment elle a tourné au détour du sentier qui s'enfonçait dans la forêt. C'était tout à fait naturel. Il a continué à la suivre, s'attendant à ce qu'elle revienne bientôt, comme cela s'était déjà produit maintes fois. Mais quand il a atteint le tournant, elle n'était plus là. Maya n'était ni à gauche, ni à droite. Il a contourné le tournant, a regardé dans les deux directions, mais ne l'a pas vue. Pendant les premières minutes, Marco n'a pas ressenti d'inquiétude. Il pensait que Maya s'était simplement perdue ou s'était arrêtée pour regarder quelque chose d'intéressant. Mais au fur et à mesure que le temps passait, l'inquiétude grandissait. Il a commencé à l'appeler par son nom, mais en réponse, il n'y avait que le silence. Le calme qui régnait encore récemment autour d'eux s'est maintenant transformé en anxiété. La situation devenait de plus en plus étrange. Le temps passait, et les recherches que Marco et Elena ont commencées immédiatement ne donnaient aucun résultat. Ils l'appelaient, marchaient le long du sentier, revenaient en arrière, mais Maya n'apparaissait pas. Les forêts paisibles, baignées de soleil, semblaient maintenant complètement vides. Les sons de la forêt ne faisaient non que souligner cette vacuité. Ni réponse, ni trace, ni allusion à sa présence. Mais l'un des principaux problèmes était qu'il n'y avait pas de réseau mobile dans cette section du canyon. L'absence de communication compliquait toute tentative d'appeler à l'aide. La famille Ross ne pouvait pas simplement composer le numéro des services d'urgence et signaler la disparition. Ils étaient obligés de la chercher eux-mêmes. Chaque heure qui passait semblait de plus en plus tendue. Les parents, de plus en plus pris de panique, ont continué à chercher Maya pendant plusieurs heures. Quand ils ont finalement atteint le poste des gardes forestiers à 18 heures, plus de 3 heures s'étaient écoulées depuis le moment où Maya avait disparu. Tout ce temps, ils l'avaient cherchée sans l'aide de services extérieurs, criant impuissants dans le vide, espérant un miracle, mais ne recevant aucune réponse. L'arrivée au poste des secouristes était le premier pas quand la situation est devenue officielle. Ce n'était plus simplement une mission de recherche. La disparition a été enregistrée comme un incident officiel et l'opération de recherche prenait de l'ampleur. Cependant, à ce moment-là, personne ne savait ce qui était arrivé à Maya. Au début, tout semblait être simplement un malentendu, une disparition qui aurait pu être facilement expliquée. Mais ces quelques heures de temps perdus ont commencé à remettre en question toutes les suppositions. Ce qui aurait pu n'être qu'un malentendu se transformait maintenant en quelque chose de plus sérieux. L'opération de recherche de Maya dans les montagnes a commencé par une mobilisation à grande échelle. Plusieurs groupes ont été immédiatement déployés, y compris des spécialistes du service de montagne de la garde civile, GEAS. Les travaux de recherche ont été organisés en plusieurs étapes. Le groupe principal a commencé à se déplacer le long des sentiers, et plusieurs hélicoptères effectuaient une reconnaissance aérienne. Ce travail coordonné a permis de couvrir le territoire de manière maximalement efficace. En plus des professionnels, les habitants locaux se sont joints aux recherches qui connaissaient bien ces terres. Chasseurs, pêcheurs et simplement des locaux habitués à de tels itinéraires. Ils aidaient à les groupes de secouristes, s'orientant sur chaque tournant et chaque sentier où Maya aurait pu être. Le deuxième jour des recherches, le 11 octobre, l'enquête s'est concentrée sur l'élargissement de la zone de recherche. Les spécialistes tentaient d'exclure les endroits possibles où son emplacement aurait pu être caché. À un moment donné, le premier indice a été trouvé, l'emballage d'une barre énergétique. Cette découverte à 1 kilomètre de l'endroit où Maya avait disparu a suscité un espoir à court terme chez l'équipe de recherche. L'objet pouvait témoigner du fait que Maya était dans cette région et peut-être continuait à se déplacer dans cette direction. D'après son apparence, l'emballage ressemblait à une partie des provisions que la famille avait emportées en randonnée. Après une vérification attentive et des comparaisons avec les réserves que la famille avait, il a été confirmé que la marque de la barre correspondait à ce qu'ils avaient. Cela a poussé à penser que Maya avait pu se déplacer dans cette direction. Mais en même temps, cet indice ne donnait pas de clarté sur son emplacement exact.
Compte tenu du fait que l'emballage avait pu être emporté par le vent ou que d'autres facteurs naturels avaient pu influencer son déplacement, cette découverte n'apportait pas de percée substantielle dans l'affaire. À cette étape de l'enquête, rien n'a été trouvé qui aurait pu indiquer précisément son emplacement ultérieur. L'emballage ne faisait que confirmer qu'elle avait pu se déplacer dans cette direction, mais il n'y avait pas de vecteur précis qui aurait pu mener à sa découverte. Les recherches se poursuivaient, mais les enquêteurs sont revenus à la question principale. Que pouvait-il s'être passé au moment où Maya a disparu du champ de vision ? Pour l'instant, tout indiquait un simple égarement. Mais c'est alors que l'attention de l'enquête a commencé à se fixer sur les personnes qui étaient près d'elle dans les derniers moments. Car si tous les indices n'étaient pas si significatifs, alors qui pouvait aider dans l'enquête ? Les interrogatoires ont commencé. Et le premier à être interrogé était Marco, le père, le dernier à avoir vu Maya quand elle était partie en avant. Après que l'opération de recherche n'ait donné aucun résultat, l'attention de l'enquête s'est tournée vers Marco lui-même. Puisqu'il était le dernier à avoir vu Maya avant qu'elle ne disparaisse, son interrogatoire était nécessaire. C'est une procédure standard, car le premier contact avec la personne disparue donne généralement à l'enquête des pistes importantes. Selon le protocole, la première étape consiste toujours à établir qui était le dernier près de la personne avant qu'elle ne disparaisse. Dans ce cas, cette personne était Marco. À cette étape de l'enquête, toute l'attention était dirigée vers lui. Il était non seulement le dernier témoin, mais aussi celui qui affirmait avoir vu Maya partir en avant. La dispute qui s'était produite entre eux juste avant sa disparition ajoutait de nouvelles nuances à cette histoire. Le protocole d'interrogatoire l'enregistrait comme un moment important, car c'est précisément ce conflit qui aurait pu devenir un motif potentiel pour des conséquences plus graves. Bien sûr, la dispute semblait insignifiante, mais dans des conditions de stress et de comportement inappropriés, le conflit peut devenir un facteur qui ferait basculer l'événement dans une autre direction. La dispute s'est produite au moment où Maya a demandé à lui acheter un souvenir, et Marco a refusé. La raison du refus était simple, comme la plupart de ces situations dans la vie familiale. Il ne voulait pas dépenser d'argent inutile. Ce petit malentendu a provoqué l'irritation de Maya, et elle est partie en avant. Est-ce que cela aurait pu devenir la cause de la disparition ? La police a commencé à travailler sur la version que Marco aurait pu être dans un état d'affect, et que c'est précisément ce conflit qui est devenu le déclencheur d'actions plus graves. L'interrogatoire du père, son comportement au moment des recherches, ses témoignages, tout cela devenait partie de l'enquête. Mais plus ils étudiaient ces témoignages, plus il devenait évident que son histoire n'était pas si étrange. Il a raconté que Maya, irritée par la dispute, s'était enfuie en avant le long du sentier. Ce n'était rien d'inhabituel pour elle, et auparavant elle avait déjà couru en avant maintes fois à la recherche de quelque chose d'intéressant. Cependant, ce qui s'est passé ensuite a fait réfléchir les enquêteurs. Ne pourrait-il pas y avoir ici une vérité plus profonde cachée ? Marco a activement participé aux recherches, a téléphoné, a crié son nom, a cherché dans différents endroits, manifestant un désespoir évident. Mais son comportement à ce moment-là a soulevé des doutes chez certains policiers. Était-il aussi authentique qu'il le semblait ? Ne simulait-il pas une inquiétude excessive pour détourner l'attention ? Cependant, la vérification de son alibi a rapidement levé tous ses soupçons. Les témoins qui se trouvaient près de lui sur le point de vue au moment où Maya a disparu ont confirmé que Marco était avec eux. Il était au point de vue à 15h10, précisément au moment où elle n'était déjà plus visible. Il l'appelait, ne sachant évidemment pas quoi faire d'autre, mais cela ne pouvait pas être lié à quelque chose de plus grave que la simple recherche de sa fille. Ces témoignages étaient importants. Ils confirmaient que Marco ne pouvait physiquement pas se trouver à deux endroits en même temps. Il ne pouvait pas être dans la crevasse ou à l'endroit où elle avait disparu quand il était au point de vue. Cela excluait complètement sa participation à la disparition. Les témoignages des témoins, ainsi que ses recherches constantes, confirmaient qu'il s'inquiétait vraiment pour sa fille et ne pouvait pas être la cause de sa disparition. Cela a été éclairci et l'enquête est revenue à la version initiale, l'accident.
La version selon laquelle Maya aurait pu se perdre, se retrouvant dans une zone dangereuse, est redevenue principale. Cependant, la tension dans l'enquête n'a pas disparu, et bien que les soupçons envers Marco aient été levés, l'enquête continuait à chercher d'autres causes possibles qui auraient pu expliquer sa disparition. Les jours passaient, et les recherches de Maya continuaient. Un nombre énorme de personnes étaient impliquées dans l'opération. Secouristes, habitants locaux, bénévoles, chasseurs, hélicoptères, scouts. Pendant plusieurs jours, les équipes de recherche ont fouillé tous les itinéraires possibles, ont fouillé chaque recoin, mais il n'y avait aucun résultat. Des centaines de personnes, des hélicoptères, des caméras thermiques, mais rien. Comment cela? Pourquoi n'ont-ils rien trouvé si elle était si près? Plus tard, quand ils ont analysé le travail des équipes de recherche, il s'est avéré qu'ils passaient littéralement à 200 mètres de l'emplacement réel de Maya. Tout ce temps, les secouristes passaient littéralement à côté, ne sachant pas que littéralement au tournant se cachait la terrible vérité. La crevasse où elle était tombée se trouvait en réalité à seulement quelques dizaines de mètres des itinéraires principaux. Tout le problème résidait dans le fait que cette section était cachée derrière des buissons épais qui ne permettaient pratiquement pas de distinguer ce qui se passait en bas. C'était si près, mais complètement invisible pour ceux qui cherchaient. Un autre problème qui a compliqué les recherches était l'acoustique spécifique du canyon. La crevasse dans laquelle Maya s'est retrouvée représentait un tube étroit de 12 mètres de profondeur. Et ici s'est produit quelque chose de paradoxal. Peu importe comme Maya criait, ses cris ne pouvaient tout simplement pas atteindre les oreilles des secouristes. Tout cela à cause des particularités des ondes sonores. Elles montaient verticalement vers le haut, et non sur les côtés. Cette particularité a été confirmée plus tard par des spécialistes de l'acoustique du canyon. Les cris étaient étouffés par les rochers et le vent. Les sons montaient vers le haut, et les secouristes qui passaient au-dessus ne pouvaient pas les entendre. Mais ce qui est vraiment terrifiant, c'est que Maya entendait tout ce qui se passait autour. C'était le moment où la tragédie a atteint son point culminant. Bien que ses cris ne puissent pas percer jusqu'aux secouristes, elle pouvait parfaitement entendre leur voix d'en haut. Ils étaient à un près, et elle, de toutes ses forces, essayant d'attirer l'attention, criait désespérément. Mais sa voix était étouffée dans ce piège, tandis que les secouristes continuaient à passer, sans l'entendre. Les notes dans le journal de Maya sont devenues chaud la cerise tragiquement ironique sur ce cauchemar. Le 3e et 4e jour des recherches, quand l'espoir de la trouver vivante commençait à s'estomper, elle a écrit « Ils sont prêts. Je crie. Ils n'entendent pas. » Ce moment dans le journal est devenu la confirmation que tout ce temps, Maya essayait de communiquer avec ceux qui étaient si près, mais ne pouvaient pas l'entendre. La recherche continuait, mais dans la tête des enquêteurs commençaient déjà les doutes. Quand sont passés ces premiers jours de recherche et que le désespoir a saisi les secouristes, les responsables officiels ont commencé à réaliser que la trouver vivante ne semblait plus possible. L'opération de sauvetage, qui était restée si longtemps au stade de recherche, a été officiellement transférée en phase de recherche du corps. Ce n'était pas simplement un changement de statut. Cela signifiait la fin de ce en quoi tous avaient cru ces derniers jours. Maintenant, toute l'attention était concentrée sur la recherche de son corps. Mais Maya, à son tour, continuait à rester dans le piège de ce monde. L'ironie tragique de la situation, où elle était si proche, mais ne pouvait pas être trouvée, faisait que tous perdaient espoir. 11 octobre, 2e jour des recherches. Parmi les dizaines de bénévoles venus aider aux recherches, se distinguait une personne, Javier Martin. Il était un chasseur local, connaissant bien ses terres, et son aide était considérée comme importante pour l'opération. Dans le registre d'enregistrement des bénévoles, il était noté que Javier s'était joint aux chercheurs à midi. Bien que sa présence ne suscite pas de questions particulières, il ne fallait pas oublier que les habitants locaux, en règle générale, jouissaient d'une grande confiance parmi les professionnels.
Javier a proposé son expertise, affirmant que sa connaissance du terrain et des sentiers pourrait considérablement accélérer les recherches. Il semblait que son expérience et sa réputation jouaient en sa faveur, et la direction de l'opération de recherche ne doutait pas de son utilité. Cependant, quelque chose dans le comportement de Javier commençait à inquiéter. Alors que les autres bénévoles aidaient à chercher, Javier ne se contentait pas de suivre les sentiers. Il a commencé à influencer la direction de toute l'opération. Il a proposé de changer le secteur de recherche, insistant pour concentrer les efforts non pas sur le lieu de disparition, mais sur une section voisine, la région de Rio Belos. Dans ses paroles, il y avait une logique. Si elle est tombée dans la rivière dans ce secteur, elle a été emportée par le courant, affirmait-il. Cet argument semblait tout à fait raisonnable, surtout pour les secouristes non préparés, et ils ont accepté sa proposition. Ces recommandations n'ont pas seulement été entendues, mais ont trouvé du soutien. Les connaissances locales, dont personne ne doutait, ont été reconnues comme importantes, et l'état-major de l'opération a accepté la proposition. Javier convainquait tous que dans le secteur d'Anisclo, le lieu réel où, comme on le découvrira plus tard, Maya se trouvait effectivement, il pouvait y avoir des éboulements qui rendaient cette section trop dangereuse pour les recherches. Il a proposé de rediriger les principales forces vers le secteur de Rio Belos, qui se trouvait à une distance de 3 km à l'est. La compréhension de ces propositions comme opinion d'experts a conduit à ce que les ressources de recherche commencent à être redistribuées. Tout le deuxième jour et les 3 jours suivants, l'équipe de recherche était concentrée dans la nouvelle zone. Son argumentation semblait convaincante. À ce moment, quand la situation était au bord du désespoir, les chercheurs, n'ayant pas d'autres idées et s'appuyant sur l'opinion de l'expert, ont décidé de suivre le conseil de Javier. Car si elle était vraiment tombée dans la rivière, la logique suggérait qu'elle avait été emportée par le courant, et il fallait chercher précisément là. Tout semblait plausible. C'était une version qui avait un fondement dans la réalité, et à ce moment-là, elle semblait optimale. Mais les conséquences de ces actions se sont avérées catastrophiques. À cause de la redirection des recherches vers Rio Belos, le vrai secteur où Maya se trouvait réellement s'est trouvé affaibli. Les chercheurs se déplaçaient prince vers une autre section, dans l'espoir de trouver des traces ailleurs. En résultat, pendant ces jours critiques, quand Maya était encore vivante et pouvait entendre leurs recherches, ils continuaient à contourner les secteurs, ne sachant pas que tout ce temps, elle se trouvait à portée de main, mais ne pouvait pas être trouvée. Les cris qui auraient pu être entendus étaient étouffés par les murs montagneux, et l'équipe de recherche, qui était à une distance de seulement 200 mètres de l'endroit où elle se trouvait, continuait à aller dans la mauvaise direction, ignorant complètement ce qui était juste sous leur nez. Les recherches continuaient, mais la vraie chance de sauvetage était manquée. À cause des décisions prises sur la base de fausses suppositions, ils sont partis de la zone où il y avait encore une chance. L'ironie tragique de la situation est que c'est précisément ce conseil, qui semblait correct et logique, qui est devenu la cause de la perte de temps. 18 octobre. Jour 8. La recherche dans le secteur de Rio Belos, où avait été redirigée la majorité des forces, n'a donné aucun résultat. Déjà plusieurs jours de suite, les équipes de recherche fouillaient sans succès cette section, qui, comme on le supposait, aurait pu devenir le lieu de sa localisation. Cependant, aucune trace, ni allusion à sa présence n'ont été découvertes. De plus en plus de personnes commençaient à réaliser que quelque chose avait mal tourné. À ce moment-là, des groupes sinologiques spécialisés ont été attirés, entraînés à chercher des personnes dans des conditions difficiles, y compris dans des endroits où on n'espère plus trouver de vivants. Ces groupes, contrairement aux secouristes ordinaires, se sont concentrés sur la recherche de restes, ce qui est devenu une sorte de dernière chance de trouver des preuves. Pour eux, c'était une opération standard, mais les résultats ont été inattendus. Le chien travaillant dans l'équipe a immédiatement pris la piste et, contrairement à toutes les attentes, a dirigé les chercheurs vers le secteur d'Anisclo, celui-là même que Javier Martin avait auparavant appelé dangereux et inutile pour les recherches. Tout ce secteur semblait être exclu des lieux possibles de recherche. Mais maintenant,
Avec l'aide du chien, le groupe s'y dirigeait à nouveau. Cela ressemblait à un paradoxe, mais le chien ne se trompait pas. Après plusieurs heures de travail, l'équipe de recherche est arrivée à des buissons épais qui cachaient le plus terrible. C'était ce qu'on appelle une zone morte, invisible du sentier principal, même à quelques mètres. Ici, parmi la mousse et les branches emmêlées, se trouvait la crevasse, la cima, un puits karstique vertical dans lequel Maya avait pu tomber si facilement. Le sentier et les buissons cachèrent cette section aux yeux et personne, y compris les secouristes, ne pouvait même imaginer qu'à une si courte distance, juste à côté d'eux, se cachait le danger. Le groupe est descendu prudemment. Au fond, à 12 mètres de profondeur, Maya a été découverte. Ce n'était pas simplement la confirmation finale qu'elle était là, c'était le début de la prise de conscience de toute la tragédie de ce qui s'était passé. Les recherches, qui avaient duré si longtemps et dans lesquelles tant de personnes avaient été impliquées, étaient maintenant terminées. Mais avec cette découverte apparaissait une nouvelle question. Qui était coupable de ne pas l'avoir trouvée plus tôt? Pourquoi n'avait-elle pas été sauvée? Plus près du lieu de découverte a été trouvé un autre objet, une sacoche. À l'intérieur se trouvait un étui en plastique qui protégeait le contenu de l'humidité. Cet étui est devenu cette même boîte noire qui pouvait aider à révéler tous les détails de cette tragédie. En l'ouvrant, les chercheurs ont découvert un journal qui à ce moment était la seule clé pour comprendre ce qui était arrivé à Maya pendant ces jours. C'était la preuve la plus importante qui restait à déchiffrer. Le journal était conservé dans un état parfait, comme s'il avait été protégé des influences extérieures. Ce fait suggérait que les preuves étaient fiables. Bien sûr, la police ne l'avait pas encore lu, mais ceux qui ont étudié le journal savaient déjà que la vérité la plus terrible était enfermée à l'intérieur. Nous savons que le journal contenait des notes qui changeaient complètement le tableau de ce qui se passait. Mais à ce moment-là, ces notes restaient inconnues. Il était important que maintenant nous sachions exactement où Maya avait été tout ce temps, juste sous le nez de l'équipe de recherche, à cet endroit qu'il contournait si près, mais ne remarquait jamais. 18 octobre, 8e jour des recherches. Après que les recherches dans le secteur de Rio Belos n'aient donné aucun résultat, toute l'attention s'est à nouveau tournée vers l'endroit qui avait été rejeté auparavant, le secteur d'Anis Clos. À ce moment-là, après plusieurs jours de recherches infructueuses, les enquêteurs ont finalement attiré un groupe cynologique spécialisé, entraîné à chercher des corps. Ces chercheurs n'étaient pas simplement pour le sauvetage, mais pour trouver des preuves qui pourraient confirmer l'issue tragique. C'est alors qu'est survenu le moment qui a radicalement changé le tableau de ce qui se passait. Le chien travaillant dans l'équipe a pris la piste et a mené le groupe vers le secteur d'Anis Clos. C'était une zone que Javier Martin avait précédemment considérée comme inutile, affirmant qu'elle était trop dangereuse pour la recherche. Mais maintenant, quand les cynologues ont commencé le travail, les traces les ont menés précisément là où tous auraient pu se trouver si près, mais ne pas remarquer. Les chercheurs ont commencé à travailler dans ce secteur, et au bout de quelque temps, le chien les a menés à des buissons épais. En fait, cet endroit semblait complètement invisible du sentier. Il était caché sous la mousse et la végétation, ce qui le rendait presque impossible à découvrir. Et voici, parmi les buissons, la crevasse a été trouvée, la cima, de 12 mètres de profondeur. C'était l'endroit où Maya était tombée. Tout ce temps, pendant que les secouristes étaient à quelques centaines de mètres d'elle, ses cris, comme on l'apprendra plus tard, ne pouvaient pas être entendus. Cet endroit n'était pas simplement une erreur dans les recherches, c'était un moment de prise de conscience complète de la tragédie. Elle était ici, dans cet endroit caché, presque inaccessible. Tout ce temps, les cris que les chercheurs ne pouvaient pas entendre résonnaient dans ces 12 mètres, mais ne pouvaient pas être dirigés vers l'endroit où ils cherchaient. Maintenant, tout ce qui restait était de la trouver. Plus tard, près de la crevasse, a été découverte une sacoche qui est devenue la preuve la plus importante.
À l'intérieur de la sacoche se trouvait un étui en plastique protégeant le contenu de l'eau, ce qui témoignait aussi de la conservation de l'objet. Dans cet étui se trouvait un journal qui s'est avéré être non seulement une preuve, mais aussi la preuve la plus importante qui a permis à l'enquête de reconstituer le tableau de ce qui se passait réellement. Le journal était en bon état, ce qui n'a fait que renforcer la confiance en cette découverte. Nous savions tous qu'il contenait des notes qui, finalement, révéleraient toute la vérité. Mais à ce moment-là, ce n'était pas simplement la confirmation de l'endroit où elle était. Le journal est devenu cette même boîte noire qui permettait de comprendre ce qui se passait pendant ces jours où les chercheurs ne pouvaient pas la trouver. La police commençait seulement à lire les notes, et bien que nous sachions ce qui s'y trouvait, cette découverte changeait tout. Maintenant, l'enquête avait la possibilité non seulement d'apprendre comment elle était arrivée là, mais aussi de comprendre ce qui s'était passé après cela. À chaque mot du journal qui commençait à arriver entre les mains des enquêteurs, s'ouvrait devant eux une nouvelle réalité tragique. Ce moment où Maya était encore vivante, quand elle criait, espérant qu'on la trouverait, et personne ne l'entendait. Quand le journal de Maya a été trouvé, l'enquête a commencé à travailler sur de nouvelles versions plus complexes. Toutes les preuves indiquaient maintenant une pensée terrible. Quelqu'un parmi les secouristes était là avec elle quand elle était encore vivante. Et voici qu'une nouvelle tâche s'imposait aux enquêteurs. Si elle n'était pas seule, alors qui pouvait être près d'elle au moment où elle criait si désespérément, espérant qu'on l'entende? Tout le travail de l'enquête se résumait maintenant à la recherche de « l'homme à la veste verte » que Maya avait désigné dans son journal. Il était prêt, la regardait, promettait de l'aide et, le plus terrible, avait menti. Maintenant, pour le trouver, il fallait réduire le cercle des suspects. La vérification de tous les participants à l'opération de recherche a commencé, en particulier les bénévoles, qui pouvaient porter des vêtements non officiels. Les secouristes professionnels, comme on l'avait déjà établi, ne pouvaient pas être suspects. Leur uniforme était strictement réglementé, bleu, rouge ou orange. Cela excluait la police et le service de montagne de la garde civile, GEAS, qui s'habillaient en uniforme standard. La tâche consistait maintenant à analyser les photographies et les matériaux vidéo pris dans le camp des secouristes et à découvrir qui parmi les bénévoles pouvait porter une veste verte, comme indiqué dans le journal. En 2004, les technologies ne permettaient non pas de mener une analyse rapide et détaillée, mais les méthodes disponibles ont permis de trier tous les matériaux et de commencer à étudier les personnes clés passant par le camp. L'enquête a rapidement découvert que plusieurs bénévoles locaux portaient effectivement des vêtements de chasse personnels, y compris des vestes vertes. Le regard sur les photographies du camp a réduit le cercle des suspects à plusieurs personnes, dont les noms sont apparus dans les rapports. Parmi eux se trouvait Javier Martin, ce même chasseur local qui avait participé aux recherches depuis le début. Maintenant, l'enquête devait se concentrer sur sa participation à l'opération et son interaction avec les autres bénévoles. Javier était l'un de ceux qui influençaient activement le cours des recherches, et son comportement devenait de plus en plus étrange. Il insistait pour changer de secteur, éloignant les chercheurs de l'endroit où, comme on l'a découvert plus tard, Maya était vivante et pouvait les entendre. En comparant tous les faits, les enquêteurs ont remarqué plusieurs coïncidences troublantes. Premièrement, Javier portait effectivement une veste verte, comme indiqué dans le journal. Deuxièmement, il était l'un de ceux qui insistaient pour changer d'itinéraire quand les chercheurs pouvaient encore être près de Maya. Dans ses actions, il y avait quelque chose de non naturel, quelque chose qui sortait du cadre de la simple expertise du terrain. Il ne donnait pas simplement des conseils, il influençait l'opération, menant les gens dans la mauvaise direction. Tous ces détails commençaient à s'assembler en un tableau qui ne laissait plus de doute. Javier Martin était l'un des principaux suspects. Il n'était pas simplement prêt au moment où Maya s'est trouvée en danger. Il savait peut-être qu'elle était là et l'ignorait consciemment, menant les chercheurs dans un endroit complètement différent. Maintenant, l'enquête se concentrait sur lui. Il restait une question principale. Pourquoi avait-il agi ainsi? Quels étaient ses motifs? La réponse à ces questions restait floue, mais il était évident qu'il était devenu la figure centrale de cette tragédie.
Après que Javier Martin se soit retrouvé au centre de l'enquête a commencé la vérification de ses données personnelles. À première vue, sa vie semblait ordinaire. Habitant local, sans emploi, avec un cercle de communication limité. Cependant, lors d'une analyse approfondie de son passé, il s'est avéré que le tableau était loin d'être si simple. Il n'était pas net devant la loi. Dans les documents de la garde civile, Guardia Civil, figuraient plusieurs mentions de son activité criminelle, bien qu'elle n'ait pas été perçue comme significative jusqu'à ce moment. Les problèmes avec la loi chez Javier avaient constaté commencé depuis longtemps, et il n'était pas étranger aux violations. Les données opérationnelles ont montré que Javier était soupçonné de cas importants de braconnage, et son nom était lié à la chasse illégale d'animaux protégés, en particulier dans les zones de réserve. C'était une activité criminelle sérieuse, liée aux bouquetins ibériques, qui étaient un protégé sur le territoire du parc national. Mais ce qui était encore plus troublant, Javier se rendait souvent dans les coins les plus reculés de ces zones, des endroits où les touristes ordinaires ne vont pas et où il pouvait peut-être travailler inaperçu. Ensuite, l'enquête s'est concentrée sur les liens de Javier avec des territoires spécifiques. L'un de ces endroits était la zone d'Anisclo, où s'est produite la chute de Maya. C'était précisément ce secteur que Javier considérait comme dangereux et proposait d'éviter. Mais si on en croit les informations, Javier se trouvait souvent dans de tels endroits, les utilisant pour ses affaires de chasse illégale. Il connaissait ces territoires comme ses 5 doigts. Directement à l'endroit où Maya s'est retrouvée, il y avait l'une de ses sections de travail, cachée. Et pas simplement une section de travail, c'était son territoire pour le braconnage. Ici, il installait des pièges, des collets pour animaux, y compris pour les bouquetins, dont la capture lui apportait un profit considérable. Maintenant, tout devenait clair. Il ne s'était pas simplement retrouvé dans la région de la chute de Maya par hasard. Il était là pour une raison tout à fait concrète, vérifier ses engins illégaux. Cela expliquait pourquoi Javier s'était retrouvé si près de la crevasse, où, selon la version de l'enquête, Maya s'est trouvée en difficulté. Au moment de sa chute, il était très probablement déjà dans ce secteur, le connaissant dans les moindres détails. Le jour où elle a disparu n'était pas simplement un autre jour de recherche. Javier était dans cette région le 11 octobre, bien avant de rejoindre l'opération de recherche. Il avait même pu ne pas remarquer immédiatement que Maya s'était retrouvée dans la crevasse. Peut-être était-ce simplement une coïncidence qu'il l'ait trouvée au moment où il vérifiait ses pièges. Mais sa réaction à l'incident était absolument atypique pour une personne qui était vraiment intéressée par le sauvetage. Il aurait pu simplement appeler les secouristes, appeler la police, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi ? Parce que s'il avait appelé les secouristes, ils auraient immédiatement trouvé ces pièges illégaux. À la même seconde, Javier aurait été arrêté pour braconnage, ses pièges et toutes les armes qu'il cachait dans ces montagnes auraient été confisquées et il aurait été envoyé en prison. Il savait que sauver Maya signifierait sa fin parce que son activité criminelle aurait été révélée. Ainsi, Javier a pris la décision de la laisser en difficulté. Il a menti, promettant de l'aide, et est parti, pour ensuite mener les chercheurs dans la mauvaise direction. C'était son salut, mais pour Maya, c'était une catastrophe. Elle a vécu encore quelques jours, continuant à lutter pour sa vie, mais personne ne pouvait l'entendre. Et tout ce temps, Javier était proche. Il savait qu'elle était là, mais préférait se taire. Ainsi, le motif de Javier devenait de plus en plus évident. Il ne sauvait pas Maya. Il se sauvait lui-même et son business. 20 octobre. Javier Martin, maintenant principal suspect, a été convoqué pour interrogatoire. Formellement, il restait témoin, bénévole ayant rejoint l'opération de recherche. Son rôle était clé, mais à ce moment-là, l'enquête ne l'avait pas encore déclaré coupable. Comme prévu, l'interrogatoire a commencé par des questions simples, visant à établir les faits, mais les enquêteurs savaient déjà que Martin avait menti à un moment donné, et ils se préparaient à utiliser cela contre lui. La première question était ce qui était déjà devenu évident. Portait-il une veste verte pendant l'opération de recherche ?
Cette question était étonnamment simple, mais les enquêteurs connaissaient la réponse. La police avait déjà des photographies du camp sur lesquelles Martin était photographié dans cette même veste verte. Tout ce temps, pendant qu'il restait témoin, l'information sur ses vêtements restait au second plan. Mais maintenant, quand ils ont commencé à le soupçonner, cette question était décisive. Javier n'y portait une veste verte. Il, ne sachant pas que la police possédait déjà des preuves, sans aucune inquiétude donne une réponse qui sera la première incohérence sérieuse dans son récit. C'était son premier mensonge. Mais les enquêteurs n'arrêtaient pas l'interrogatoire. Ils savaient que dans ces témoignages se cachait beaucoup plus. Il était l'un de ceux qui menèrent les recherches, et c'est précisément à lui qu'appartenait l'idée de changer de secteur. Javier insistait pour que l'équipe de recherche quitte le secteur d'Anisclo où se trouvait la crevasse et passe au secteur de Rio Belos. Les enquêteurs, connaissant ses motifs, ne pouvaient pas ne pas poser la question. Pourquoi était-ce précisément lui qui avait insisté sur cela ? Pourquoi avait-il si fortement éloigné le groupe du lieu réel ? Javier expliquait à nouveau tout logiquement. « Ce secteur est dangereux. Des éboulements sont possibles », affirmait-il. C'était une explication tout à fait plausible. Mais l'enquête savait qu'en réalité, Javier connaissait autre chose de ce secteur, comme lieu où il pratiquait régulièrement le braconnage. Les mots sur les éboulements possibles sonnaient comme une couverture qu'il utilisait pour induire les chercheurs en erreur. Ce deuxième mensonge ne laissait aucun doute. Il savait qu'il y avait là non pas simplement un danger, mais ces pièges illégaux et ces armes qui pouvaient être trouvées si les recherches continuaient dans cette région. L'interrogatoire continuait, et maintenant il devenait de plus en plus évident que ses actions étaient motivées non par le désir d'aider, mais par le souhait de cacher son crime. Il dirigeait délibérément les chercheurs là où il y avait moins de chances de trouver ces engins illégaux. Le mensonge sur les secteurs, le mensonge sur la veste, tout cela composait un tableau dans lequel sa participation au sabotage de l'opération devenait de plus en plus évidente. Cependant, pour l'instant, l'enquête n'avait pas de preuves physiques. Directement là, au moment de l'interrogatoire, Javier ne savait pas qu'on allait bientôt lui présenter des accusations encore plus graves. Ses actions n'étaient pas simplement absurdes. Il mentait non seulement sur ses actions, mais aussi sur la vraie raison du changement d'itinéraire. Le mensonge sur le danger d'éboulement n'était pas simplement une justification. C'était une couverture pour cacher son intérêt, le braconnage. Et voici, à ce moment même de l'interrogatoire, les enquêteurs ont conclu que maintenant, Javier n'était plus simplement témoin. Son comportement, ses mensonges, ses tentatives de manipuler les recherches n'étaient probablement pas accidentelles. Ce n'était pas simplement de l'ignorance ou une erreur. C'était une action délibérée qui exigeait maintenant une nouvelle enquête. Mais pour prouver exactement sa culpabilité, les enquêteurs devaient en trouver une preuve importante. Ces pièges, qui, comme ils le savaient, étaient là situés dans ce même secteur dangereux. Après l'interrogatoire, les enquêteurs ont immédiatement envoyé un groupe pour perquisitionner dans le secteur d'Anisclo, dans l'endroit que Javier appelait dangereux. C'était cette section qu'il tentait consciemment d'exclure de la zone de recherche. Et maintenant, toutes les forces de l'enquête étaient en dirigées là où, selon lui, il ne devait pas chercher. 20 octobre. Soir. Après plusieurs jours d'interrogatoire et d'analyse des preuves, l'enquête a finalement décidé de mener une perquisition dans le secteur d'Anisclo, la zone que Javier Martin lui-même avait appelée dangereuse et impropre aux recherches. Cet endroit où, comme il était maintenant clair, il tentait de cacher son braconnage illégal. Trop de coïncidences pour le laisser sans attention. La perquisition a été organisée non pas simplement dans ce secteur, mais concrètement dans un périmètre de 200 mètres de la crevasse, où, comme il s'est avéré, Maya était tout ce temps. Les enquêteurs savaient que c'est précisément dans cette zone que Javier cachait ses engins illégaux. Leurs actions sont devenues plus résolues, car ils avaient suffisamment de preuves pour supposer qu'il était dans cette section le jour de la disparition de Maya. Et voici, quand ils ont commencé à fouiller ce territoire, bientôt a été trouvé non pas simplement un tas d'ordures,
mais une vraie cachette, recouverte de pierres, qui ne pouvait probablement pas être laissée par hasard. La découverte s'est avérée choquante. La cachette, dissimulée sur un petit territoire à 100 mètres de la crevasse, était manifestement destinée à quelque chose de très important. Quand les pierres ont été déplacées, en sont sortis des objets illégaux. Un fusil, une arme qui, semblait-il, pouvait être utilisée non pour la chasse selon les règles, mais pour d'autres fins, ainsi que des appâts et des pièges. Ces mêmes collets que Javier installait pour les bouquetins, dont la chasse est interdite dans ces endroits. Ce n'était pas simplement la preuve de son activité illégale, c'était une preuve qui le liait à l'endroit où Maya s'était trouvée en difficulté. Maintenant, quand tout s'assemblait, les enquêteurs ont compris. Javier était là le 11 octobre, quand Maya tombait dans la crevasse. Il vérifiait ses engins dans ce même secteur, d'où il éloignait plus tard les chercheurs. Il ne pouvait pas ne pas entendre ses cris, car ils étaient à seulement 100 mètres de sa cachette. Les cris qu'elle tentait désespérément de pousser pour attirer l'attention. Tout ce temps, Javier savait qu'elle était là, et néanmoins, n'a rien fait pour l'aider. Ce moment est devenu décisif. Maintenant, les enquêteurs pouvaient affirmer avec certitude que Javier n'était pas simplement un témoin innocent, mais un participant actif aux événements qui ont conduit à la tragédie. La cachette avec les armes et les pièges s'est avérée être cette preuve la plus importante qui a confirmé son motif. Cacher son braconnage. Ses actions, y compris le faux témoignage et le sabotage des recherches, devenaient non pas simplement des erreurs, elles devenaient partie d'un plan soigneusement élaboré de dissimulation de crime. Le journal de Maya, qui indiquait le contact avec l'homme à la veste verte, coïncidait avec cette preuve. Le mensonge de Javier sur pourquoi il avait changé l'itinéraire des recherches était maintenant complètement révélé. Il tentait d'éloigner les secouristes de l'endroit où son activité criminelle pouvait être découverte. Tout ce qui se passait avait maintenant une chaîne logique unique, reliant chaque détail, mensonge, motif, preuve et sabotage. Les enquêteurs savaient qu'à partir de ce moment, l'affaire était passée à un nouveau niveau. Javier Martin n'était pas simplement suspect, il était devenu le principal accusé dans l'affaire. 21 octobre. Après plusieurs semaines d'enquête, l'enquête a décidé qu'il était temps de faire le pas suivant. Javier Martin n'était plus témoin. Il était devenu accusé officiel. Ce jour-là, de nombreuses preuves lui ont été présentées qu'il ne pouvait pas, comme il le savait, réfuter. À ce moment-là, les enquêteurs s'étaient rassemblés avec un ensemble complet de preuves qui liaient Javier au lieu de l'incident, ainsi qu'à son activité illégale. Il était assis à la table, réalisant que sa position avait maintenant radicalement changé. Dans cet interrogatoire, il ne pouvait plus donner de réponse comme avant, avec confiance et sans restriction. Sur la table se trouvaient les preuves clés. Le journal, dans lequel était mentionné le contact avec l'homme à la veste verte, les photographies où il était photographié dans cette même veste, les pièges trouvés et l'arme illégale dans sa cachette, ainsi que le journal du GEAS qui fixait son intervention active dans l'opération de recherche, ce qui pouvait être interprété comme du sabotage. Tous ces faits se sont abattus sur lui comme la foudre, et il a compris que fuir les réponses était maintenant impossible. Son premier mot était un mensonge. À la question s'il portait une veste verte, Javier a répondu négativement sans réfléchir. Il ne savait bien sûr pas que l'enquête avait des photographies sur lesquelles on peut voir comment il se promène dans cette veste. C'était sa première erreur, et les enquêteurs savaient que s'il avait déjà commencé à mentir sur une question si évidente, cela signifiait qu'il cacherait beaucoup. La question suivante concernait son rôle dans le changement d'itinéraire des recherches. Pourquoi, s'il était bénévole, avait-il insisté pour quitter le secteur d'Anisclos, où se déroulaient les recherches, et passer à un autre secteur moins probable? Il a à nouveau confirmé son histoire. C'était simplement une question de sécurité, soi-disant à cause d'éboulements dans la région d'Anisclos. Mais l'enquête savait. Il ne craignait pas les éboulements. C'était sa façon d'éloigner les chercheurs de l'endroit où il cachait lui-même ses pièges illégaux. Il ne pouvait pas se permettre que les secouristes trouvent ses armes et ses engins.
Quand les aveux sur le sabotage sont devenus évidents, l'interrogatoire est passé au motif. Pourquoi avait-il agi ainsi? La réponse était simple, la panique. La panique qui obscurcissait sa raison. Javier craignait que si les secouristes l'avaient trouvé, ils auraient immédiatement découvert ses engins illégaux. Il ne pouvait pas se permettre de tomber entre les mains de la garde civile, car cela signifiait son arrestation immédiate et la fin de son activité de braconnage. À ce moment, quand il a dû choisir, il a choisi de sauver son business criminel, et non la vie de celle qui s'était trouvée en difficulté. Ses aveux sont devenus le moment décisif. Avec leur aide, l'enquête a pu unir tous les éléments, journal, photographie, pièges trouvés, mensonges, sabotage, en une chaîne unique d'événements. Javier Martin est devenu officiellement accusé de crime. Son choix, sa panique et sa décision de cacher la vérité lui ont tout coûté. Bientôt, il a réalisé que son mensonge ne pouvait plus rien changer. 11 octobre. Matin, Javier Martin se réveille dans un environnement habituel, dans son village, près du parc national. Il ne prévoyait rien de spécial ce jour-là. Il connaissait déjà depuis longtemps tous les sentiers, tous les coins secrets de cet endroit. Et bien que son travail de chasseur ne soit pas officiel, il savait bien comment se cacher des regards. Ce matin a commencé comme toujours, mais à 9h30, il était déjà à son travail habituel. Il s'est dirigé vers ses pièges, cachés dans la zone d'Anis Clos, directement à 100 mètres de l'endroit où quelques jours plus tard sera trouvé le corps de Maya. Il connaissait ces territoires et savait que ce jour-là, peut-être, il aurait de la chance. À 10h, passant près de l'une de ses cachettes, il a entendu quelque chose d'étrange, un cri. C'était un cri qui a attiré son attention. Il a tendu l'oreille et a compris que c'était une voix humaine. Et cette voix était pleine de désespoir. C'était Maya. Elle était vivante et appelait à l'aide. Javier savait déjà qu'elle était là, mais n'avait jamais pensé qu'il se retrouverait si près. Ce matin, seulement 30 minutes après s'être levé, il s'est retrouvé face à face avec ce qui pouvait devenir sa décision fatale. Il s'est approché de la crevasse où elle se trouvait et l'a vue. Maya gisait dans le puits sombre, dans lequel elle s'était retrouvée après sa chute, et malgré sa position, elle était encore consciente. Le feu dans ses yeux, malgré la douleur, était vivant. Elle a essayé de dire quelque chose, mais la voix pouvait à peine percer à travers les dents serrées. Javier a compris que c'était le moment où il devrait décider comment agir. Javier se tenait au bord de ce puits et regardait Maya quand, peut-être pour la première fois de sa vie, il a ressenti ce moment où son choix aurait pu sauver une personne. Il lui a promis de l'aide, a promis de revenir avec les secouristes, mais à l'intérieur de lui, il savait déjà que cela n'arriverait pas. Il est retourné à ses pièges. Il n'a pas appelé les secouristes. Il avait une radio et elle se trouvait dans sa main, mais au lieu d'appeler à l'aide, il a pris la décision de laisser Maya là. Il savait que sa présence à cet endroit, où elle criait à l'aide, ne pouvait pas être fortuite. Ce n'était pas simplement de la temporisation, c'était un choix conscient. Il savait que si les secouristes arrivaient jusqu'à elle, ils trouveraient ses pièges, trouveraient tous ces engins illégaux et ces armes. Il ne pouvait pas le permettre. D'abord, il a continué la vérification de ses pièges. Il cachait soigneusement ses collets et ses appâts, sachant qu'ils pouvaient devenir des preuves contre lui si la police décidait de mener une perquisition complète. 2 heures plus tard, vers midi, Javier est revenu au camp des chercheurs. Mais maintenant, il n'était pas celui qui était venu aider. Il est venu comme quelqu'un qui savait qu'il ne fallait pas chercher au bon endroit. Il a activement proposé son aide et a convaincu le groupe d'emmener les recherches dans une direction complètement différente, à 3 km à l'est. Se référant à des traces fraîches et à un danger possible, il a égaré tout le monde, y compris les secouristes expérimentés. Connaissant l'emplacement exact de Maya, Javier menait délibérément le groupe là où elle ne pouvait déjà plus être trouvée. Ces quelques heures, pendant lesquelles les secouristes continuaient à la chercher au mauvais endroit,
ne lui ont donné que quelques dernières heures de vie. Il faisait tout cela, sachant qu'il avait une radio qui aurait pu la sauver. Mais pour Javier, il n'y avait qu'une seule priorité, cacher ses actions illégales. Sauver Maya aurait signifié la fin de tout ce qu'il avait construit dans sa vie. Tout ce qui restait était de fuir la vérité et de continuer à jouer le rôle d'expert, jusqu'à ce que vienne le moment où son secret serait révélé. Mais 2005, dans la salle d'audience, Javier Martin était assis en face de son avocat, prêt à défendre sa position. Il savait déjà que sa participation à cette affaire n'était pas devenue simplement un hasard. Il était accusé de ne pas simplement avoir laissé une personne en danger, mais d'avoir conduit à l'issue tragique par ses actions. La défense, cependant, n'allait pas se rendre sans combat. Leurs arguments se résumaient au fait que la mort de Maya était la conséquence d'un accident causé par sa chute et non des actions de Javier. Selon leur version, l'hypothermie et la déshydratation, qui sont devenues la cause de sa mort, étaient les conséquences inévitables du fait qu'elle s'était retrouvée dans la crevasse. Ils affirmaient que la panique qu'avait éprouvée Martin l'avait privé de la capacité d'évaluer adéquatement la situation, et donc ses actions ne pouvaient pas être qualifiées de crime intentionnel. C'était une ligne de défense standard. Défense contre la panique et le jugement erroné. Cependant, l'accusation était prête à présenter des preuves irréfutables qui réfuteraient complètement ses arguments. Au premier plan se trouvait le journal dans lequel était clairement fixé que Javier avait rencontré Maya et lui avait promis de l'aide. Ce n'était pas un hasard, mais une action qu'il avait consciemment entreprise, sachant qu'il aurait pu la sauver, mais ne l'avait pas fait. Le rapport d'expertise médico-légale est devenu le coup suivant pour la défense. L'expertise médico-légale a confirmé que la fracture du bassin, reçue lors de la chute, n'était pas mortelle et ne pouvait pas devenir la cause de sa mort. Elle ne faisait que limiter sa mobilité, mais ne privait pas de la vie. La raison pour laquelle Maya n'a pas pu sortir était liée à l'hypothermie et à la déshydratation, causée par sa présence dans la crevasse froide pendant plusieurs jours. Cela est devenu évident quand il s'est avéré qu'elle était vivante encore quelques jours après la chute. L'expertise judiciaire a montré que si l'aide avait été apportée immédiatement, elle aurait pu être sauvée. Tout ce temps, quand les chercheurs la cherchaient dans d'autres secteurs, elle restait vivante, mais personne ne l'entendait. Et au moment où Javier s'est trouvé prêt, il aurait pu la sauver. Mais au lieu de cela, il est parti, n'ayant pas appelé à l'aide, sachant qu'il la laissait en danger. C'était le moment décisif pour la défense. La défense tentait de prouver que Javier avait simplement eu peur et ne savait pas comment agir, mais les arguments de l'accusation étaient trop forts. Ils ont lié ses actions avec le motif, la conservation de son braconnage qui pouvait être découvert si les chercheurs avaient trouvé Maya. Il a choisi ses revenus illégaux et non la vie d'une personne. Le verdict a été rendu rapidement. Le tribunal a reconnu Javier Martin coupable d'abandon de personnes en danger, ce qui a entraîné sa mort, ainsi que de violation des lois sur la protection de la faune sauvage liée au braconnage. Sa punition était sévère, 18 ans de privation de liberté. Le tribunal a reconnu que ses actions, bien que n'étant pas un meurtre direct, avaient conduit à l'issue tragique qui aurait pu être évitée s'il n'avait pas pris la décision de cacher ses actions illégales. Après la condamnation de Javier Martin, l'affaire n'a pas été fermée au sens littéral. Bien que le processus judiciaire se soit terminé, les conséquences pour le parc national d'Ordesa lui-même et tout le système local de sécurité sont devenues considérables. Les autorités, réalisant que ce qui s'était passé était le résultat de négligence, ont pris des décisions importantes. Toutes les simas, les puits karstiques cachés, de telles formations naturelles dangereuses, comme celle dans laquelle Maya était tombée, ont été entourées de clôtures, ce qui devait minimiser les risques pour les touristes et les habitants locaux. Mais cela n'était pas suffisant. De nouvelles règles strictes ont également été introduites concernant l'enregistrement et la vérification des biographies des bénévoles qui participaient aux opérations de recherche. Tout cela a été fait pour ne plus jamais permettre une situation où une personne comme Javier pourrait avoir une telle influence sur l'opération de sauvetage et cacher ses propres crimes. Car si à ce moment-là, il y avait eu une autre personne à sa place,
avec les mêmes pouvoirs, peut-être Maya aurait-elle été sauvée? Cependant, malgré tous les changements administratifs, restait une question tragique qui n'avait pas de réponse. Dans le rapport d'expertise médico-légale, il était dit directement « L'heure exacte de la mort ne peut pas être établie ». Bien sûr, cela signifiait que les experts ne pouvaient pas dire avec précision quand exactement Maya avait quitté ce monde. Mais le moment clé pour l'enquête et probablement pour chacun de ceux qui ont étudié cette affaire est devenu le fait qu'elle était vivante pendant 5 jours. 5 jours pendant lesquels elle continuait à attendre. Elle attendait celui qui lui avait promis de l'aide, mais n'était jamais revenu. Et si Javier avait immédiatement téléphoné à 10h10 au moment où il quittait la crevasse, la police, possédant toute la technique nécessaire, aurait pu la sauver. Géographiquement, s'il avait utilisé la radio, l'équipe de secours aurait été sur place en quelques heures. Les secouristes du GEAS, ayant toute la préparation nécessaire, avec l'aide de cordes et de treuils, auraient pu l'extraire littéralement en 2 à 3 heures. C'est-à-dire qu'à 13h, le 11 octobre, Maya aurait déjà été sauvée. Vivante. C'est un fait qui semblait inimaginable à beaucoup. Et ce fait était devenu décisif dans l'évaluation juridique et morale des actions de Javier. Il n'a pas simplement pas appelé à l'aide. Il a choisi de ne pas sauver, mais de cacher ses crimes. Cette décision, prise à ce moment critique, a coûté la vie. Ce n'était pas un simple abandon en danger, c'était une décision active, consciente et cruelle qui a conduit à la tragédie.